Je suis ravie, on est ravis d'accueillir, même si à distance, Claudio Paolucci, qui est professeur ordinaire de philosophie et de théorie du langage au département de philosophie de l'Université de Bologne. Il enseigne la sémiotique, la philosophie du langage. Il est aussi coordinateur scientifique du Centre international des sciences humaines Umberto Eco, directeur du Centre international d'enactivisme et de sémiotique cognitive, co-directeur de la revue Versus et président de la Société de philosophie du langage. J'aurais sûrement oublié quelque chose. Je tiens à dire que toutes ces responsabilités s'associent dans le cas de Claudio avec un excellent profil de chercheur. Les intérêts de Claudio et ses objets de recherche sont très variés et brassent de la sémantique aux sciences cognitives, la théorie de l'énonciation, dans le cadre de la sémiotique post-greimassienne et post-éco, ainsi que des thématiques telles que l'autisme et les mèmes et les questions liées à la formation aux médias. En ce qui concerne ses projets de recherche, il a obtenu beaucoup de projets européens notamment. Il a été principal investigator de trois projets européens, Fake Spotting, Nemo et Meme. Moi et les médias, Fostering Social Media Literacy Competencies through Interactive Learning Sets for Adults with Disability. Le premier sur les fake news, l'énonciation et la vérification des faits, le deuxième et le troisième sur l'autisme. Il a publié plusieurs livres importants, dont Structuralisme et Interpretazione en 2010, Persona et Cognitive Semiotics. Persona en 2020, Cognitive Semiotics en 2021 chez Springer. Le dernier livre est un livre qui a déjà été très discuté et même présenté au Sénat en Italie. Le titre è Nati Cyborg, cosa l'intelligenza artificiale generativa ci dice dell'essere umano. Saucel Éditeur 2025, une version augmentée en français est en préparation. Elle sera publiée dans la collection des sémiotiques Sigilla. Ces écrits ont été publiés par des éditeurs tels que Routledge, Springer, Brill, De Gruyter, Dross et d'autres, et en Italie par Pompiani, Feltrinelli et Mondadori, qui sont les principaux éditeurs italiens. Il prépare aussi un livre pour Einaudi, il primo livre di semiotica. Claudio, on est très, très ravis de t'entendre. On regrette grandement que tu ne sois pas là. Et on t'attend quand même bientôt à Paris. À toi la parole. Merci beaucoup, Marie-Julia. Bonjour à tout le monde. Alors, vous savez, moi, j'avais déjà acheté le billet, mais ils ont volé mon portefeuille. Alors, sans les documents, c'est impossible de voyager, etc. Sans les cartes, j'ai passé toute la journée hier à la police, etc. Et ça, c'est la raison, hein. Voilà. Et j'espère que, bon, même si je parle en ligne, ça va être quand même quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, moi, j'avais travaillé avec un petit groupe de travail sur les stéréotypes. Il y a un très long travail publié dans Semiotica, dans la revue américaine. Alors, bon, je l'ai dit parce que bon, peut-être que quelqu'un peut trouver intéressant ce travail-là. Mais aujourd'hui, je vais essayer de travailler sur l'idée des stéréotypes en faisant référence à l'intelligence artificielle générative. Et pour faire ça, je vais essayer de partir du travail que Maria Giulia et aussi ses collaborateurs, Elsa D'Armegno que j'ai vu, Adrien Delège et d'autres, ont mené ces dernières années sur les images générées par l'intelligence Claudio, artificielle. pardon, je t'interromps pour te demander Voilà. si tu peux élargir ta présentation. Parce Je qu'on pense la que voit, non. Je pense que mais non. On va voir, hein. On va voir. essaye, parce que moi, J'essaie. je peux faire mieux si je la projette moi-même. Oui, Alors, parfait, parfait. Très bien. et non, parce que. Alors, on va voir. Peut-être C'est c'est un mieux peu mieux. que tu vas la faire. Euh, Euh, tu- tu- Comme ça, c'est parfait. Comme ça. Ça va comme ça? Oui.
OK. Pinocchio. Vas-y, hein? Mais ça ne bouge pas. Ah, Hein. Voilà, ça c'est le problème. Parce que ça ne... Donc, au lieu de Ou mettre tu vas le faire toi-même, ou sinon comme ça, parce que si je vais la ah, mettre en écran en grand, elle ne bouge pas, faisons elle une reste bloquée tentative, sur... Claudio, ici, ça faisons une bouge. tentative à ma manière. Voilà, Arrête ton partage, je vais essayer de partager moi-même. voilà. Parce que j'avais déjà essayé tout à l'heure et ça se voyait mieux, je pense, les miens. Comme je peux faire pour te demander de changer. Oui, 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 bien sûr. De toute manière, je te suivrai bien et je pense que je pourrais euh, tester, voyons. Hmm, je pense que c'est mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? Les personnes qui sont à la maison peuvent nous les confirmer, hein? Oui, OK. oui, c'est beaucoup mieux. Oui. Oui, c'est beaucoup mieux. Alors, parfait. Vas-y, et moi, je suis à ta disposition pour passer. Je vais voir, hein, si, oui, Je si j'arrive vais, à Oui, je oui, vais te oui. faire un signe comme ça. Oui, Tu- je serai très tu- concentrée. ça va, tu vas. Et tu vas. Oui, Alors, aujourd'hui, je vais aller travailler sur des types de problèmes. Le premier est l'incapacité de l'intelligence artificielle générative à dessiner des visages sans nez. Marie-Julie a beaucoup travaillé sur ça. Le deuxième problème est la capacité à générer des images à la manière dans le style de. Je vais partir de ce second problème qui me conduira assez naturellement au premier. Vous voyez ici, disons, des paysages dans le style de Van Gogh qui sont générés par Midjourney à partir du même prompt textuel. Ça, c'est aussi quelque chose à retenir. Alors, je pense qu'il est temps, j'essaierai de le faire, de poser en sémiotique la question du style. Et je veux dire, au verso de cette feuille de papier, la question corrélative de la méthode, la question de la sémiotique comme méthodologie. Et on va voir pourquoi. Et des dispositifs comme Dali, ou Midjourney, comme ChatGPT, ou dans les domaines des images, Midjourney, etc., sont en effet capables de produire des énoncés à la manière d'eux, hein, au point que de nombreuses études se sont interrogées sur leur capacité à capturer un certain style, hein, tout en présentant eux-mêmes un certain style énonciatif dans la génération des images et des énoncés, hein, qui les différencie les uns des autres. Hein. Alors, je ne crois pas, et ça c'est mon premier point, que le concept de style tel qu'il est normalement formulé dans l'histoire de l'art ou dans les visual studies soit une catégorie adéquate pour saisir ce que fait l'intelligence artificielle générative. Et je crois plutôt que ce que fait l'IA générative constitue l'occasion parfaite pour repenser notre concept sémiotique du style, reformuler notre concept sémiotique du style qui a été fondé sur la manière humaine de produire des énoncés et pas sur la manière machinique de le faire. Hein. Alors, je crois que ce que fait l'intelligence artificielle générative lorsqu'elle produit des énoncés à la manière de relève d'une fiction, d'un jeu de fiction. Tu peux changer mon slide. Le mot, c'est pretend play en anglais. Tu vas... Julia? oui, 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 oui. Ah, C'est bon? non, moi je vois rien, mais peut-être que C'est pretend play. vous voyez. OK, Oui. OK, ah, parfait. Parce que moi, je continue à voir la slide avant, mais quand même, c'est pas un problème. Oui. L'important, c'est que Et vous voyez. nous, Voilà. on voit, oui.
Ok, parfait. Alors, ça veut dire, à mon avis, l'intelligence artificielle générative se caractérise pour une propriété constitutive du neurodéveloppement, hein, qui est les fondements et la condition de possibilité de ce que l'on appelle chez l'être humain la subjectivité ou l'autoconscience, hein, à savoir les pretend play, la capacité d'énoncer comme si nous étions quelqu'un d'autre. Hein. Ici, vous voyez un billet de la Bustina di Minerva que j'ai fait écrire à ChatGPT sur ChatGPT comme s'il était Umberto Eco. Hein. Tu peux le montrer. Hein. Et qui est, bon. Et alors, vers l'âge de 18 mois, hein, l'enfant apprend à jouer, à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Moi, je suis Superman, tu es Batman. Hein. Lorsqu'à 18 mois, un enfant joue à faire semblant d'être Batman, il n'est pas en train d'imiter le style de Batman. Hein, il ne fait pas ça. Hein. Il est en train d'opérer en quelque sorte des subjectivations de Batman. Hein. Et il faut en effet prêter attention à ce que le pretend play est dans les neurodéveloppements. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'imitation. Je n'imite pas Batman. Hein. Et d'ailleurs, vous le savez, l'enfant s'est imité bien avant 18 mois. L'imitation, l'enfant imite déjà de manière innée 5 minutes après de sa naissance. Hein. Alors, avec le pretend play, à 18 mois, il s'agit de toutes autre chose. Hein. Il s'agit, dans quelque façon, de la subjectivation de l'autre. Hein. Ce n'est pas un hasard si l'autoconscience, hein, ce qu'on appelle subjectivité, c'est-à-dire la capacité que nous avons de nous prendre nous-mêmes pour objet de notre réflexion, apparaîtra peu après chez l'enfant, après la capacité de pretend play, hein, précisément en même temps, de quelque façon, vers 18 mois. La prochaine slide. L'idée est qu'avec le pretend play, il s'agit donc d'une subjectivation de l'autre qui passe pour un pensée fictionnel. Et ça, c'est le point. Et je me comporte comme si j'étais Batman. Hein. Et la machine se comporte comme si elle était Van Gogh. Hein. C'est une capture de code. C'est la firstness of the thirdness. Hein, ça, c'est mon point. C'est une primité d'intercité. Alors, cette subjectivation de l'autre, qui passe par une pensée fictionnelle et qui rend la machine capable de capturer des codes, peut-être c'est là un style, hein, le style, peut-être la subjectivation de l'autre à travers la fiction qui nous rend capables de capturer des codes. Hein, ça, c'est mon hypothèse de travail. Hein. On voit prochaine slide. Il faut donc examiner l'urgence en sémiotique de la question du style. Hein. Considérons là tout d'abord le style comme l'articulation du rapport entre une forme de l'expression et une forme du contenu. Hein. À quelles conditions une forme du contenu se développe-t-elle en une forme de l'expression stylistiquement reconnaissable? À quelles conditions la forme de l'expression module, elle, en contenu au point de devenir elle-même un mode de contenu, hein, un style. Hein. Alors, le mot de mode doit ici être entendu dans un sens extrêmement rigoureux, hein, c'est-à-dire comme manifestation, affection ou modification du contenu. Hein. Le style serait alors la manière dont la forme de l'expression manifeste, modifie ou module les contenus en devenant elle-même un mode de contenu et non plus seulement sa forme de l'expression. Hein? Ça, c'est la première hypothèse. Hein? Alors, lorsque l'intelligence artificielle génère des paysages dans le style de Van Gogh, hein, la forme de l'expression modifie les contenus en instituant une hiérarchie. Hein. Il y a certainement des maisons, de l'herbe, des routes, mais les contenus qui acquièrent une primauté est le style de Van Gogh. Hein.
C'est en ce sens que la forme de l'expression devient un mode de contenu, hein, une modification qui institue une nouvelle hiérarchisation. D'où une question supplémentaire. Hein. L'autre slide, je pense, moi je ne vois rien, mais Oui, j'espère que... oui. À quelles OK. conditions? Oui, oui. Voilà, ça c'est la question. À quelles conditions est-il possible de parler d'un contenu formel? Hein? Bon, un oxymore en quelque façon. Du style comme contenu formel capable de remettre en question la distinction même entre expression et contenu. Hein? Dès lors que le style expressif, hein, par exemple un paysage à la Van Gogh, devient désormais un mode de contenu au point d'en constituer la signification la plus reconnaissable, hein? Et au point d'en faire une forme capable non seulement d'être reconnue dans toutes ses variations, mais surtout de moduler des contenus à venir. Hein, parce que c'est ça qui se passe. Hein. Prochaine slide. Alors, il y a un très, très beau livre d'Andrea De Donato. Et lui, il note ce point en disant que cette notion de style constitue la voie privilégiée identifiée par Gilles Gaston Granger pour penser l'émergence des faits de style. Hein? Moment où un contenu formel constitue une stratification sociale, hein? Une surcodification historique qui rend les discursivité historique sans leur opposer une insignifiance énonciative. Peut-être que l'intelligence artificielle contemporaine nous restitue des faits de style, hein, en ce sens très technique, je voudrais dire. Hein. La stratification dont parle Andrea Di Donato doit, à mon avis, évidemment, être entendue ici au sens hemslénien, hein, dans le sens de la stratification du langage. Hein. C'est une forme de l'expression qui constitue un mode de la forme du contenu. Hein, au point qu'on peut la transposer dans d'autres substances du contenu, dans d'autres énoncés, en représentant leur signification la plus reconnaissable. Ce qu'on reconnaît ici, c'est le style de Van Gogh. Hein. Alors, quelle intelligence artificielle générative utilise un style pour générer des images et non une méthode? Hein? Ou pire encore, comme on l'a souvent dit, une régénération stochastique répétant de manière mécanique un déjà dit humain. Hein? Alors, cette idée est précisément ce qui fait qu'elle construit une stratification sociale qui rend les discursivités historiques et leur domaine culturel, hein, comme on est en train de voir depuis longtemps, depuis 4 ans. Hein. Je veux dire, ce que l'intelligence générative fait, c'est capturer les codes. Hein? Exactement comme la web capture les codes génétiques de l'orchidée en représentant son appareil de reproduction. Peut-être que vous vous rappelez Deleuze de Guattari dans Mille plateaux, hein, cette idée que c'était une capture des codes. Hein. Alors, je dirais que l'effet du style de l'intelligence artificielle générative, c'est un peu comme une pollinisation dans ce sens. Hein. Alors, prochaine slide. Alors, à partir des travaux de Michel Serres et de Gilles Deleuze, on peut en quelque façon extraire une définition qui peut être utile du style. Hein, qui peut être pensée bon, ça veut dire avec les références de ce que fait l'IA générative, pas l'être humain. Hein. Et on peut définir le style comme la forme singulière d'un agencement qui définit une antiméthodologie. Vous vous souvenez tous du magnifique livre de Michel Serres sur le style, qui s'appelle Le Gaucher Boiteau, dont le sous-titre était précisément, au moins dans l'édition italienne, de la méthode n'est rien. Ça, c'était le sous-titre. Quel est le point? C'est qu'une méthode produit ses singularités, tout comme un style présente ses régularités. Mais là où les styles utilisent les singuliers
pour produire du régulier, c'est ce qu'on va voir pour l'intelligence artificielle générative, la méthode utilise les régularités, utilise les réguliers pour produire du singulier. Alors, c'est un peu la distinction qui m'intéresse. Alors, comme le sait, Deleuze emprunte la définition de la singularité aux mathématiques. Qu'est-ce que c'est une singularité? La singularité est un point où quelque chose se passe, où quelque chose arrive. C'est un point événement. C'est ça que je pense quand je parle de singularité. Tandis que dans un point régulier, les systèmes continuent à se comporter selon ses propres logiques, en suivant les méthodologies déjà apprises qui les régulent. Alors, comme on le sait, l'intelligence artificielle générative est entraînée sur les déjà-dits humains. Comme les petits de l'animal humain à l'école, on lui donne à ingérer tous les énoncés des énoncés. On les donne à ingérer ce qu'Umberto Eco appelait l'encyclopédie d'une culture. L'encyclopédie humaine est l'environnement non machinique auquel l'intelligence artificielle générative est couplée et dont elle dépend en quelque façon. Prochaine slide. Cependant, l'intelligence artificielle générative, contrairement à Google ou à l'ancienne intelligence artificielle, ça m'intéresse beaucoup parce que dans les livres que Maria Giulia avait la générosité de citer, mon idée que l'intelligence artificielle générative est un peu pure si comparé à l'intelligence artificielle qu'on avait avant. C'était une véritable révolution. On aurait dû changer le nom. On a fait un grand faute à l'appeler intelligence artificielle générative parce que ça construit une continuité. Mais quand les deep learning arrivent, là, il arrive quelque chose qui ne marche pas du tout comme la vieille façon de l'intelligence artificielle qu'on avait étudiée avant. Et alors, une très importante différence est que l'intelligence artificielle générative ne conserve pas une copie des données sur lesquelles elle a été entraînée. Et n'a donc aucun accès direct aux données de son encyclopédie. Google a quelque partie, une copie de l'information. ChatGPT, Midjourney, Dali, ils n'ont pas du tout une copie de l'information. L'intelligence artificielle générative ne possède qu'un JPEG flou, c'est Leonardo Impet qui utilise cette terminologie, mais pas seulement lui, ça vient d'un article très populaire sur les New York Times, si je me rappelle bien. Mais l'idée que l'intelligence artificielle générative ne possède qu'un JPEG flou de ces données d'entraînement. Exactement comme un être humain possède un JPEG flou des livres qu'il a étudiés. Nous, on marche de la même façon. Alors, comme dans les compressions avec perte des fichiers JPEG, nous ne conservons pas toute l'information qui permettrait de recréer l'image sur l'écran. Mais seulement l'information que nous avons jugée porteuse de valeur. Nous avons ainsi filtré l'encyclopédie, nous l'avons amendée, et lorsque nous produisons un énoncé, nous le faisons non pas en reproduisant et en représentant, mais en reformulant et en recréant. Ce n'est pas la représentation et la reproduction, c'est un acte de récréation à travers reformulation. Alors, l'intelligence artificielle générative fonctionne exactement de cette manière, comme un enfant humain à l'école, qui a un JPEG flou de ce qu'il a étudié, il ne peut pas se taire, il doit reformuler et recréer les données vagues qu'il a dans son esprit. Alors, c'est-à-dire, la machine n'applique pas une méthode. On va voir, on va étudier ça maintenant, mais reformule et recrée des énoncés à partir du JPEG flou de son encyclopédie, c'est-à-dire à partir de l'image vague
qu'elle possède des données sur lesquelles elle a été entraînée. Hein. Et elle le fait en appliquant son propre style, dans le sens qu'on a défini avant, c'est-à-dire dans le sens d'une forme de l'expression qui devient une modalité, un mode du contenu. Hein. Alors, prochaine slide. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Parce que l'intelligence artificielle générative qui produit des images à travers une traduction intersémiotique à partir d'un prompt doit avant tout échapper aux clichés, échapper aux stéréotypes. Sauf que ces clichés ne sont pas les clichés de la machine, mais l'ensemble des stéréotypes de catégorisation qui définissent la perception humaine du monde sur lequel elle a été entraînée. La machine doit échapper à nos stéréotypes humains. Et nous verrons ensuite comment elle y parvient. Comme on le sait peut-être moins, la révolution de l'intelligence artificielle qui nous a conduit à l'intelligence artificielle générative, elle est deep learning. Dans sa version transforme, mais le deep learning implique que la machine ne soit pas programmée par les êtres humains. Elle apprend toute seule à partir d'une encyclopédie étiquetée. La machine ne part pas de zéro, elle part couplée aux étiquettes stéréotypiques humaines. Les algorithmes de deep learning sont entraînés sur de grands ensembles de données étiquetées par les humains et apprennent à associer les caractéristiques des données aux étiquettes correctes. Par exemple, dans une tâche de reconnaissance des images, l'algorithme apprend à associer certaines caractéristiques d'une image, comme la forme oculaire d'un objet, à l'étiquette correcte, comme chien ou comme chat. Tu peux peut-être montrer la dernière slide, Maria Giulia. Une fois entraîné, un algorithme de deep learning peut classifier avec précision de nouvelles données à partir de motifs appris. Et comme le fait-elle, elle le fait comme le fait un cerveau humain, mais aussi comme les cerveaux d'un invertébré, le poulpe, par exemple. Doté de versions mathématiques en silicium, je ne sais pas comment prononcer proprement, des neurones de synapses, parce que c'est ça qu'on fait, ce sont des réseaux en silicium des neurones de synapses. Les réseaux de deep learning renforcent certaines connexions et en affaiblissent d'autres sur la base de l'expérience. À mesure qu'il apprend, les poids des connexions entre les nœuds du réseau sont ajustés afin que le réseau puisse classifier les données mieux qu'il ne le faisait dans sa base d'entraînement. Le réseau, avec ce poids, définit une forme de l'expression capable de définir un mode de contenu, de générer de nouveaux textes. On va voir que Midjourney ne garde pas les informations de son entraînement. C'est la forme singulière d'un agencement qui définit, je voudrais dire, une antiméthodologie. Mais la machine utilise les singularités de son agencement pour produire des régularités humaines. Ça, c'est le point qu'on a essayé de comprendre. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle le fait. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la poétique de l'un des peintres qui est le plus, qui s'est le plus confronté au problème des stéréotypes humains et à la manière d'y échapper. Peut-être que vous vous rappelez que Francis Bacon disait qu'il existe tout un travail préparatoire de la peinture avant même de peindre. Un travail qui la libère des clichés et qui un tableau, Francis Bacon dit, doit toujours passer par une série d'actes involontaires, comme jeter de la couleur sur la table, faire des signes qui ne signifient rien, brosser une partie, effectuer des effacements aléatoires, etc. Et Francis Bacon dit ça parce que le peintre ne doit jamais remplir une surface blanche,
mais au contraire, il doit vider, il doit dégager, nettoyer la toile de ces stéréotypes encyclopédiques qui y palpitent déjà dans son être vide et blanche. C'est pourquoi que les tableaux est déjà là, dans les virtualités encyclopédiques de la culture. Et l'artiste procède par soustraction, par ajout de soustraction, exactement comme le disait Michel-Ange à propos du bloc de marbre. Midjourney fait exactement cela. Vous voyez le chat ou le pigeon, ce qu'il fait, il part d'une image humaine déjà étiquetée et tente de sortir de sa figuration pour la ramener vers l'indifférencié et l'insignifiant, en y ajoutant progressivement des bruits blancs. Il part des catégorisations humaines, c'est un chat, et cherche à les défigurer, en ajoutant du bruit blanc, de l'hasard. Ce faisant, il imagine quel type de connexions doivent être renforcées pour sortir des figurations humaines vers les non sémiotisés. C'est ce qu'il cherche de faire. Une fois l'entraînement est achevé, Midjourney ne conserve pas du tout l'information sur laquelle il a été entraîné. Il n'a des chats, et des chiens, il n'a rien de cela. Il ne possède nulle part les images ni les données étiquetées. Il ne possède que son cerveau transformé. Il a les connexions de son réseau qui sont faites des connexions renforcées et des connexions affaiblies par l'activité d'ajout de bruits destinés à échapper aux figurations humaines. Tu peux aller dans l'autre slide. Ce qu'il possède, il possède un ensemble de singularités, des points d'événement qui peuvent être utilisés pour échapper à nos clichés. Ça, c'est le point. Lorsqu'on lui demande de générer une image, il fait la procédure opposée. Midjourney part uniquement de ces singularités et commence avec une image composée entièrement de bruits aléatoires. Il part des pixels dispersés comme sur une vieille télévision. Si vous vous rappelez les vieilles télévisions, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est nettoyer peu à peu cet bruit aléatoire en ajoutant des soustractions dans les bruits à partir des singularités de son cerveau transformé. C'est-à-dire des connexions qu'il a renforcées et des connexions qu'il a affaiblies. Dans ce travail, Midjourney, autre large language model, est guidé par le prompt, qui lui sert à se rappeler que durant l'entraînement, il a vu millions d'images étiquetées accompagnées de descriptions textuelles. Mais attention, pour faire cela, Midjourney ne suit ni une méthode ni une règle. Il suit uniquement la forme singulière de son agencement, qui définit quelque façon une antiméthodologie. On voit, c'est une primité, ce n'est pas un tercite. Et c'est précisément pourquoi il ne génère jamais des outputs identiques à partir du même prompt. Puisqu'il part d'un bruit aléatoire qu'il filtre à travers des singularités et pas à travers non des régularités. Et Maria Giulia a parlé dans un paper très beau, et Maria Giulia Dondero a parlé de la randomness comme de la nouvelle aura de Benjamin. C'est une nouvelle aura comme chez Benjamin.
Mais ce n'est pas seulement la randomness qui génère l'unicité des images générées par l'IA générative. C'est l'architecture même des Midjourney qui filtre à travers des assemblages de singularités, reformulant et recréant au-delà des données sur lesquelles il a été entraîné, et non à travers des règles ou des méthodologies ou des régularités. Alors, il faut être très prudent lorsqu'on définit l'intelligence artificielle générative comme un perroquet stochastique, comme ça a été fait. Car cette définition, à mon avis, semble complètement erronée à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que randomness is not probability. C'est de hasard. Et le deep learning définit la forme singulière d'un assemblage, non la structure régulière d'une méthode. L'intelligence artificielle générative utilise des modulations singulières du hasard et non des modèles probabilistiques ou des méthodologies où prévaut l'expérience fréquente, ou encore la transposition à de nouveaux objets d'anciens modèles avant déjà fait leurs preuves, de quelque façon. Alors, on peut aller dans la prochaine slide, où on devrait trouver exactement ce que je dis maintenant. Si ce n'est pas le cas, Oui. on doit aller à la faute. Ça veut dire que l'intelligence artificielle générative extrait les styles à travers un autre style. Mais le style n'est pas une généralité, une thirdness qui l'intelligence artificielle générative extrairait des textes par intextualisation pour ensuite générer de nouvelles primités et secondités par recontextualisation, comme les soutiens, par exemple, est en oui. Il ne s'agit pas du tout d'un mouvement token type, de textes singuliers vers la généralisation du style, suivi ensuite d'un mouvement type token, du style abstrait de texte vers la production de nouveaux textes tokens à travers ces style type. Qui c'est en quelque façon la façon humaine des styles. Mais en réalité, ça, c'est un mouvement token, à travers la modulation de la figure par le bruit. Alors, l'intelligence artificielle générative ne reproduit pas de thirds, de tiercité, mais construit un assemblage de firsts, de primautés, et les dissémine dans de nouveaux énoncés. On va à la prochaine slide. Vous les voyez très bien si vous considérez ces tableaux de Van Gogh. La slide devrait montrer les tableaux de Van Gogh. Il n'y a aucune abstraction de tiercité à partir des textes de Van Gogh. Qui a capturé le style de Van Gogh. Midjourney ne marche pas comme ça, mais pas du tout. Il y a la dissémination des primités qui ont beaucoup circulé dans les traductions intersémiotiques humaines, dans les médias, dans la publicité, dans la pop culture, etc. Alors, s'il y a un style, ce n'est pas le style de l'auteur ou les régularités du texte, mais c'est le style impersonnel du voyage des données et des stéréotypes. Ces tokens sont sélectionnés et disséminés, et les nouvelles énoncés et la forme singulière d'un assemblage construit à partir des traductions intersémiotiques humaines. Cette dissémination des primitives ne construit en aucune manière une totalisation, une tertiété ou une matrice, mais elle constitue une forme de l'expression qui devient un mode de contenu, qui peut être transposée et reproduite
sans passer par un type général. Ça, c'est le problème. Hein. On ne doit pas passer par des diversités, par des types généraux, mais exclusivement à travers un mouvement token-token. Hein. Prochain slide. Alors, Charles Spurs avait alors expérimenté un problème similaire. Hein. Au-delà du mouvement type token de la déduction, hein, qui part de la règle pour générer les résultats à travers les cas, hein, au-delà du mouvement token type de l'induction, hein, qui part d'une série de résultats pour générer la règle, hein, et au-delà du mouvement token type token, or tone type token de l'abduction, hein, qui enlève la règle à travers l'amusement afin d'expliquer un résultat encore inconnu comme cas de cette règle, peut identifier un nouveau mouvement token-token pour lequel il n'avait pas de nom, il n'avait pas un nom, mais il avait seulement un exemple qui était pour lui la traduction. Peut se demander si nous étions capables de tirer de nouvelles connaissances directement des objets du monde, sans que des connaissances préalables viennent donner forme à travers leur spécificité à ces nouveaux savoirs, perception, concept, image ou affection. Peirce, comme vous savez, niait cette possibilité. C'était son célèbre anti-intuitionnisme. Et appelait interprétant ces connaissances préalables à travers lesquelles il faut passer pour donner forme aux nouvelles connaissances. Alors, le mot interprétant n'est pas choisi au hasard. Et à mon avis, c'est un nom extrêmement intéressant. Peirce appelle ces unités impersonnelles stockées dans la communauté des interprétants parce qu'elle interprète le monde avant le sujet et oriente le sujet à interpréter dans une direction plutôt qu'à une autre direction. Les interprétants fournissent un prompt, une médiation qui nous indique la direction dans laquelle chercher. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Peirce, les interprétants fonctionnent exclusivement dans la traduction. Prochain slide. Vous voyez que quand Peirce donne la définition, vous avez ici la citation, il dit une telle représentation médiatrice peut être appelée interprétant parce qu'elle remplit la fonction d'un interprète, comme dans la traduction, lequel dit qu'un étranger dit la même chose que lui-même dit. Alors, l'exemple prototypique chez Peirce du rapport token-token est précisément la traduction. Le texte traduit n'est pas un type du texte dont il provient. C'est un autre token qui l'interprète. C'est un token qui interprète le texte dont il provient. Et construit une médiation, une sorte de commensurabilité entre un système que nous ne connaissons pas, la langue de départ qui nous est entre nous, et un système que nous connaissons mieux, la langue d'arrivée. Et il nous fait passer d'un système à l'autre système. Alors, je propose d'appeler transduction ces mouvements token-token et d'ajouter cette mouvement de token-token de transduction à la triade persienne déduction, induction, abduction. La transduction est un mouvement de passage, c'est un passage de médiation dans lequel, à partir d'un ensemble de connaissances préalables, s'ouvrent les possibilités de transformation. Prochain slide. La traduction intersémiotique de l'intelligence artificielle générative est une forme de transduction en ce sens technique persien. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle générative part des interprétants humains,
des connaissances préalables humaines, de l'encyclopédie du déjà dit humaine, et les défigure à travers la modulation du bruit. À partir de cette défiguration, qui est un véritable acte d'énonciation dans lequel on jette de la couleur aléatoire sur la toile humaine avant de l'effacer progressivement. La machine apprend par deep learning les connexions les plus robustes entre figures et non-figures. Les connexions qui lui servent à échapper aux clichés humains. C'est là qu'il réside quelque chose d'extraordinaire, à mon avis. Précisément parce qu'elle a réussi à échapper à nos clichés, la machine est capable de les recréer. Il s'agit de l'exact contraire du perroquet stochastique. La machine peut reproduire un style ou un cliché précisément parce qu'elle a su en sortir auparavant. Et seulement parce qu'elle a su en sortir auparavant. Son intelligence artificielle générative ajoute des soustractions à partir du bruit aléatoire et par addition de soustractions, elle accomplit des opérations de sense-making dans lesquelles elle reconstruit une figure à partir du JPEG flou qu'elle possède des significations humaines sur lesquelles elle a été entraînée et qu'elle traduit à travers la forme singulière de son assemblage. Un style dans lequel elle concatène son regard machinique à la multiplicité de nos regards biologiques sur lesquels la machine a été entraînée. C'est pourquoi la capacité la plus extraordinaire de l'intelligence générative, de l'intelligence artificielle générative contemporaine, est ce qu'on appelle habituellement sa tendance à halluciner. Une tendance qui bénéficie d'une très mauvaise presse, mais qui ne devrait pas en avoir du tout, parce que c'est la caractéristique la plus importante de l'intelligence artificielle générative. Pourquoi? Parce que ne disposant que d'un JPEG flou de l'encyclopédie que nous possédons, nous, êtres humains, devons constamment reformuler. C'est pourquoi nous nous trompons. Nous hallucinons en inventant des informations, des interprétations, comme lorsqu'à l'école, interrogé sur une manière dont sur une matière dont nous n'avions qu'un JPEG flou, et nous ne voulions pas rester muets. L'intelligence artificielle générative doit deviner à partir d'une information incomplète, un JPEG flou, et sans pouvoir rester muette, sinon elle n'hallucinerait pas, mais elle doit répondre. Mais alors elle doit deviner sans pouvoir rester muette quelles informations suivront probablement dans certains contextes et circonstances. À tel point que l'art du prompting, humain, si vous l'étudiez, consiste précisément à fournir à la machine de la manière la plus efficace possible les contextes et les circonstances en fonction de nos désirs et de ce que nous voulons obtenir. Prochaine slide. Oui. Alors, dans les Theory of Semiotics, ça devrait être la slide de Theory of Semiotics, si on est coordonné. À une époque où les large language models n'étaient encore qu'un rêve dans l'esprit de Dieu, Umberto Eco construisait pour nous la mémoire du futur, j'aimerais dire. Ce modèle sémantique reformulé, relu aujourd'hui, semble avoir été rédigé pour décrire ce que font les large language models. Ce n'est pas un hasard s'il fonctionne beaucoup moins bien pour la manière humaine de générer la signification. Point que Eco lui-même les remaniera dans ses travaux ultérieurs. Mais si vous allez le lire, il décrit certainement très bien l'intelligence artificielle générative confrontée à un prompt.
D'autant plus que ce modèle s'inspirait d'un modèle d'intelligence artificielle qui était appelé le modèle Q, qu'Eco repensait dans le but de l'adapter à ce qui devait gérer une énorme quantité d'informations encyclopédiques sur le monde. Et peut-être surprenant, si vous y pensez, de se rappeler que dans les années 70, ce qui devait gérer cette immense quantité encyclopédique de données sur le monde, c'était nous, êtres humains, pas les machines, qui faisaient des tâches très petites à l'époque. C'est de là que dérivait le modèle d'Eco, lequel fut donc modifié pour gérer cette masse de données encyclopédiques sur le monde. Et c'est précisément ce qui les rend, je voudrais, très aptes pour expliquer le large language model et leur difficulté à dessiner des visages sans nez. Et je vais à mon deuxième problème. Cette difficulté que Midjourney a à dessiner des visages sans nez. On voit la prochaine slide. Alors que le modèle sémantique reformulé d'Umberto Eco place précisément au centre de la sémantique des sélections contextuelles et circonstancielles qui, confrontées à un prompt, régulent la production des réponses à travers des signes interprétants. Le modèle de la signification, selon Eco, doit en effet rendre compte de la manière dont nous gérons toute la connaissance encyclopédique du monde dont nous disposons. Et donc, nous n'avons qu'une image compressée et vague, un JPEG flou, qui nous utilisions pour l'élaguer, l'activer et la reproduire dans l'énonciation des nouveaux énoncés. C'est pour cela qu'Eco parle du CNM comme encyclopédie. Peut-être dans la terminologie de Grémas, ça serait mieux dire du lexème comme encyclopédie. C'est-à-dire l'idée de l'unité de la signification comme environnement sémiotique composé de connaissances préalables sur le monde. C'est cette idée. Prochaine slide. Lorsque nous produisons un énoncé ou en interprétions un autre, ce que nous faisons consiste à instabiliser la polysémie possible en activant des parcours de lecture diversement organisés. C'était une citation par Umberto Eco. Eco appelait dénotation les significations fortement associées à la représentation sémantique d'un terme, c'est qu'en anglais on appelle core meanings, tandis qu'il appelait connotation les représentations sémantiques plus faibles, qui étaient plus dépendantes des contextes et des parcours interprétatifs et énonciatifs. Dès lors, la sémantique était pour Eco un parcours de remplissage des espaces blancs du test à partir du JPEG flou que nous avons des connaissances encyclopédiques sur ce sujet. Vous avez une citation ici par Eco, qu'on peut lire ensemble. Lui, il dit que compte, ce sont des sélections contextuelles qui donnent des instructions du type lorsque tu te trouves dans le contexte A, utilise les dénotations et les connotations suivantes lorsque le CNM est contextuellement associé au CNM Y. Cirque utilise les dénotations et les connotations qui suivent lorsque le CNM est situationnellement accompagné de l'événement ou de l'objet Z. Là, si vous voyez, c'est exactement ce qui fait la machine lorsqu'elle produit des énoncés, des signes interprétants en réponse à nos prompts. Elle le fait à sa manière à travers la couple embedding transform, on devrait parler de ça, parce que ça c'est un retour à la conception localiste de la sémantique, ce n'est pas une syntactique du plan de l'expression, du plan de signifiant, mais c'est un vrai retour Jemslevien à une sémantique positionnelle, pensée où le signifié est pensé comme une position dans un espace vectoriel des embeddings.
Il y a un très beau article, un très beau travail de Gastaldi, qui est un chercheur suisse, qui a très bien montré comme l'intelligence artificielle générative, bien loin d'être un perroquet stochastique, elle donne raison à James Land, à cette idée à la sémantique structurelle et à l'hypothèse localiste. Cette idée que la signification est une position dans un espace. Vous vous rappelez quand on enseigne à nos étudiants arbres, forêts, bois dans les différentes langues à Yeslen. Et cette idée d'une sémantique, d'une véritable sémantique de l'intelligence artificielle générative, c'est une véritable conception localiste, positionnelle, d'où tout signifie. Mais ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, ce qui est intéressant de remarquer, est que la couple dénotation-connotation, ça veut dire core meaning et signification plus liée au parcours interprétatif, c'est un couple qui fonctionne assez mal pour une sémantique humaine, puisque nous, êtres humains, ne nous appuyons qu'occasionnellement sur des core meanings, sur des prototypes du sens. Je vais citer tout le travail que François Rasté a fait sur ce point-là. Alors, cette idée de core meaning, cette opposition de notation-connotation marche mal pour la sémantique humaine. Mais, au contraire, fonctionne en revanche parfaitement pour la sémantique machinique. Parce que les machines, elles, s'y appuient de manière constitutive à des core meanings, à des dénotations dans la terminologie d'éco. Les core meanings de la machine, c'est quoi les core meanings de la machine? Les core meanings de la machine consistent dans la modulation du bruit qu'elle a dû utiliser pour défigurer la figuration humaine. Et à travers cette modulation du bruit, la machine a stabilisé son réseau neuronal de deep learning. C'est pourquoi, lorsque Maria Giulia Dondero demande à Midjourney de générer des visages en nez, la machine éprouve des difficultés. Défigurer la figure humaine à travers le bruit blanc ne signifie jamais défigurer le nez. Dessiner un visage sans nez est une tâche simple pour un être humain, qui possède de nombreux Voldemort dans son imaginaire encyclopédique. Et c'est une tâche qui est très compliquée pour une machine, dont le style ne consiste pas, comme chez les êtres humains, en régularité énonciative, mais consiste en forme singulière d'assemblage qui doivent défigurer nos figures humaines, nos stéréotypes humains, nos catégorisations humaines, figures dont les nez constituent une composante constitutive du visage. C'est le core meaning du visage. On bouge la prochaine slide, Marie-Giulia, merci. Oui. C'est pourquoi la machine peine à éliminer les nez dans un visage. Pour elle, un visage sans nez est presque comme un visage sans visage. Ici, l'intelligence artificielle générative lutte contre ses propres clichés, pas avec notre cliché humain, notre stéréotype humain, mais dans cette tâche, dans cette task de générer un visage né, l'intelligence artificielle générative lutte contre ses propres clichés, lutte contre les core meaning de son entraînement, lutte contre ses codifications dénotatives, lutte contre les défigurations qu'elle a apprises durant la phase d'entraînement, lesquelles sont comme une hydre qu'elle ne parvient à trancher qu'en activant d'autres stéréotypes et en entrant dans d'autres clichés codifiés qu'elle a défigurés dans le passé. Par exemple, Marie-Julie a très bien montré qu'elle dessine un masque de musée.
ou un ornement carnavalesque. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à sortir de son propre core meanings en activant d'autres core meanings. On bouge dans le prochain slide. Mhm. L'intelligence artificielle générative s'appuie constitutivement sur des codifications des contextes et des circonstances. Et elle en sort difficilement, à tel point que, dans certains contextes, les hallucinations qu'elle produit ne devraient pas être interprétées comme des erreurs, mais précisément comme la tentative d'échapper au cliché de la machine cette fois. Au cliché de la machine, ça veut dire au cliché de ses propres défigurations. Et non comme faisait avant pour échapper à notre cliché. C'est pourquoi le cas du visage sané de Maria Giulia touche un point crucial de la sémantique machinique. Le passage de la lutte de la machine contre les clichés humains, qui constitue son mode de fonctionnement par défaut, à travers les défigurations de nos images par les bruits blancs, que c'est la façon dont les IA génératives marchent. Mais ici, c'est la lutte de la machine contre ses propres clichés, contre ses propres façons de fonctionner. Structurellement différents et les phénomènes de soi-disant hallucinations qu'on parle chez les médias, qui concernent précisément la lutte des machines contre les clichés humains, non contre les clichés machiniques. Alors, c'est lui qui utilise les phénomènes des soi-disant hallucinations pour discréditer l'intelligence artificielle générative, à mon avis, n'a vraiment pas compris comment ces machines fonctionnent, et ni pourquoi ce phénomène se produit. Mais surtout, il sous-estime le potentiel créatif de large language model. C'est ça. C'est pour ça qu'ils font des hallucinations. Prochaine slide. Les hallucinations ne sont pas une description inexacte du contenu original. Parce que Midjourney, Ordali ou ChatGPT ne possèdent pas une copie du contenu original, mais ils possèdent un JPEG flou qu'il doit continuellement reconstruire. Au contraire, les hallucinations sont de nouvelles réponses fondées sur les patterns appris durant l'entraînement, qui étant les patterns d'entraînement au-delà du champ des données d'entraînement originaire, que c'est une caractéristique de l'intelligence artificielle générative. La vieille intelligence artificielle ne savait pas étendre les patterns de data au-delà du champ des données d'entraînement originaire. Et c'est pourquoi elle constitue la manière que la machine a d'échapper aux clichés, aux représentations sémantiques humaines qui lui ont été fournies pendant l'entraînement. De la même manière que les êtres humains peuvent imaginer des mondes, des actions, des personnages et des situations alternatives au monde réel, les modèles du langage de grande taille, large language model, peuvent eux aussi générer des récits en hallucinant de nouveaux contextes, de nouvelles personnalités, de nouvelles conversations, à travers une réélaboration créative de données d'entraînement. En ce sens, la capacité d'hallucination dans large language model n'est absolument pas quelque chose de négatif, et peut être comparée à la capacité imaginative d'être humain. La capacité imaginative chez les êtres humains est positive lorsqu'elle est utilisée dans le bon contexte, par exemple pour générer une narration captivante. Elle est négative lorsqu'elle est employée dans de mauvais contextes, par exemple pour produire de la déformation. Mais c'est bien évident que ça veut dire un peu, vous dire,
superposer l'architecture de la machine, de l'intelligence générative avec le modèle commercial qu'on utilise quand on utilise cette intelligence artificielle, comme ChatGPT, comme Midjourney, etc. Et parce que la solution la plus simple, c'était faire donner la possibilité au ChatGPT de ne pas répondre. S'il pouvait ne pas te répondre, il n'avait aucun besoin d'halluciner, une réponse. Alors, on ne doit pas du tout superposer l'architecture fonctionnelle, la sémantique machinique de l'intelligence artificielle générative avec les devices commerciaux comme ChatGPT, comme Midjourney, comme Dali, qui sont projetés pour vendre des assistants, que c'est toute autre chose. Alors, prochain slide. Puisqu'il ne se limite pas à rassembler, j'ai terminé, de manière compilatoire des connaissances déjà archivées, puisqu'ils jettent toute l'encyclopédie humaine sur laquelle ils ont été entraînés, ils les jettent littéralement par la poubelle après l'entraînement, et puisqu'ils construisent leur propre énoncé en ajoutant des soustractions dans un continu non sémiotisé, en suivant uniquement la forme singulière de leur agencement, les large language models ne sont absolument pas des perroquets stochastiques. Prochain slide. Ce n'est pas un hasard s'ils ont la possibilité d'étendre considérablement les informations reçues bien au-delà des données de leur entraînement. Exactement comme les êtres humains lorsqu'ils utilisent le langage pour créer de nouvelles histoires ou de nouvelles idées. Ce qu'il faut, c'est émonder l'encyclopédie humaine à laquelle ils sont coupés en virtualisant certains de ses composants et en actualisant d'autres en fonction du prompt qu'ils reçoivent, des codifications et des sélections contextuelles et circonstancielles sur lesquelles ils ont été entraînés. Alors, comme vous le savez peut-être, dans mon livre Persona che Maria Giulia avait la générosité de citer avant, qui a été écrit avant de l'intelligence artificielle générative, j'ai pensé précisément à cette opération d'ajout de subtraction dans laquelle on concatène sa propre voix personnelle aux 1000 voix personnelles stockées dans l'encyclopédie, comme à l'acte même d'énonciation, que c'était un acte de passe entre modes d'existence. J'essayais de reprendre tout le travail que Jacques Fontanier et Claude Liebenberg ont fait avec la praxis énonciative. Mon exemple était justement celui de la toile blanche ou du bloc de marbre. Énoncer ne signifie pas remplir une page blanche, mais plutôt signifie dégager cette page blanche des stéréotypes qui y palpitent précisément dans cette lettre blanche. Alors, cela, c'est ma dernière slide, cela m'a fait sourire lorsque j'ai demandé à Gemini comment fonctionnait Midjourney. Après, on a fait une très longue conversation et après toutes les explications techniques que Gemini m'a données et que je lui avais demandé, Gemini a conclu ainsi. En termes simples, Midjourney ne dessine pas comme le ferait un artiste humain à partir d'une feuille blanche. Il fonctionne plutôt à travers un processus appelé diffusion, qui ressemble beaucoup au fait de sculpter une figure à partir d'un bloc de marbre. Sauf que le marbre, dans ce cas, est le bruit visuel que l'intelligence artificielle utilisait pour déconstruire les figures humaines sur lesquelles elle a été entraînée. Et voilà, parfait. Pour moi, ça c'est parfait. Sauf que l'artiste humain fonctionne lui aussi comme Midjourney, même si Gemini ne le sait pas. Voilà, merci.
Claudio, mille merci. C'était vraiment impressionnant la manière dont tu es en train, mais tu arrives vers la réalisation totale. Tu es en train de construire vraiment un système entre les deux sémiotiques. Il y en a pour parler de manière très précise et très efficace de ces modèles qui continuent à être très mal compris ou compris de manière très a prioristique, disons-le comme ça. Moi, j'aurais une question qui peut paraître un peu technique, mais elle est peut-être importante, et c'est la question du hasard. Alors, je pense que on peut parler de deux hasards, de randomness, de deux aléatoires différents lors du noising et lors du denoising, de l'ajout du bruit et de la suppression du bruit. Merci Anne qui me suggère. Moi, je pense que pendant l'ajout du bruit, pendant le noising, effectivement, le hasard est un hasard pur, complet, une vraie firstness, comme tu l'as dit. Et pourtant, je ne dirais pas que c'est la même chose dans le cas du denoising, de la suppression du bruit. Je pense que c'est plus complexe parce que, alors je ne sais pas si je retrouve les slides que tu as montrés. Alors ici, oui, ici, ça montre comment on dénoisifie. Pardon? Oui, la slide du chat. Oui, oui, oui. Oui, Voilà. mais je pense que maintenant, je veux parler de ça. Et je pense que cet aléatoire-là, c'est un aléatoire contraint, différent de l'aléatoire du noising. Et justement, je suis en train de travailler sur ce que j'appelle l'indexicalité ou la secondness des relations entre ces images qu'on voit se succéder et qui sont de plus en plus spécifiées, disons comme ça, détaillées. Parce que on sait que on part par exemple de la deuxième image et on la confronte par couple avec celle qui la suit. Et dans ces mouvements, on tente de reconstruire les contours du noising qui avait été produit au tout début. Donc, je trouve qu'il pour expliquer cette motivation, comment dire, cet ajout d'informations constant, que c'est un ajout d'informations pas arbitraire, mais totalement motivé et totalement justifié. Parce qu'à la fin des comptes, nous, on reconnaît l'output comme pertinent. C'est très rare qu'on ne reconnaisse pas la pertinence, une quelque pertinence de l'output final. Donc, il faut expliquer, je pense, dans l'acte de denoising, cette indexicalité qui nous permet d'expliquer la reconnaissabilité d'une pertinence à la fin. Et donc, si on parle d'un hasard dans les deux cas, dans les noising et dans les denoising, on ne peut pas capter cette correspondance, motivation, on peut l'appeler de manière différente. Oui, oui, Marie-Julia, merci beaucoup. C'est une très belle question qui me permet aussi de préciser un point pour moi qui est central, que je n'ai pas bien évidemment eu le temps de faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien évidemment, je ne me suis jamais occupé de ton problème de pertinence à la fin, je veux dire, de toute cette idée de secondness que tu es en train d'introduire qui m'intéresse beaucoup. Et alors, je vais te lire sur ça aussi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, avec la différence entre les deux bruits en quelque façon.
Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment ce que, quand on lit beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle générative, et en quelque façon mal compris. Parce on doit, euh, ça me vient les mots en anglais, parce que keep separate, on doit laisser séparer des niveaux qui sont tout à fait différents. Alors, le premier niveau, je voudrais dire, c'est le niveau de l'énonciation. Hein? Et le niveau que la machine, c'est un niveau du travail que la machine fait à partir des énoncés humains, avec ses catégorisations, ses stéréotypes, ses régularités, etc. Et c'est un travail de défiguration, en quelque façon, hein, pour la dire dans un mot. Hein, c'est un travail très, très complet. Alors, dans cette phase, la machine va établir, va syntoniser, construire les réseaux de neurones qui est au-dessous. Hein, et qui est la seule chose qu'elle garde après la phase d'entraînement. Hein. Ça, c'est crucial. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Hein. Pourquoi? Parce que normalement, on va comparer les réseaux de neurones que la machine va construire quand il fait des défigurations énonciatives. Et on va comparer ce niveau-là au niveau que pour les êtres humains sont les signifiés. Hein. Mais comme j'aime dire toutes les fois, les signifiés sont la cuisine gourmande de l'être humain. Et on ne doit pas faire l'erreur de les comparer, les signifiés avec l'architecture fonctionnelle des réseaux de neurones de la machine. Alors, ce qu'on doit comparer avec les réseaux de deep learning dans les êtres humains, ce sont les neurones et les synapses de notre cerveau. Hein. Alors, si tu vas regarder les neurones et les synapses de notre cerveau, tu ne vois pas les signifier. Hein. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi on veut voir les signifier dans les réseaux de neurones de deep learning dans la machine. C'est comme comparer les poires et les pommes. Hein. Ce sont des choses complètement différentes. Alors, le premier bruit, c'est le bruit qu'il utilise pour construire les réseaux de neurones. Le deuxième bruit, c'est le bruit qu'il utilise après qu'il a construit les réseaux de neurones. Et il utilise un bruit, je voudrais dire, coder, ce n'est pas le juste mot, mais c'est un bruit qui dépend de la forme singulière de son assemblage des réseaux, j'aimerais dire. Alors, toi, tout à fait raison de maintenir séparés les deux niveaux, parce que la plupart des erreurs qui sont faites quand on lit des choses sur ces choses-là, sont de ne pas maintenir séparés, de les tenir ensemble. Et ça, c'est. Alors, à mon avis, je vais terminer ma réponse, le grand souci de large language model et de l'intelligence artificielle générative, qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle qu'on avait avant, c'est le fait qu'ils ont modélisé pas les langages dans le sens chomskien, comme ils faisaient dans l'intelligence artificielle symbolique, symbolique, etc. Mais ils ont modélisé, ça veut dire le fonctionnement, un double fonctionnement. Hein, le fonctionnement je veux dire, du cerveau sur lequel on voit l'émergence du langage comme faculté et de signifier et de l'autoconscience, quelque chose de la subjectivité, hein, tous les prétempélés, tous les skills, etc. Et de l'autre côté, du fonctionnement sémiotique. Et le fonctionnement sémiotique où l'énonciation humaine est enregistrée dans ce que Umberto Eco appelait l'encyclopédie. Et l'encyclopédie, c'est
les réseaux sémiotiques qui correspondent aux réseaux de neurones de la machine, je veux dire. Si vous vous rappelez, Umberto Eco disait que l'encyclopédie était un rhizome. Les rhizomes étaient exactement les modèles d'un réseau de neurones. Alors, l'encyclopédie est construite par l'activité énonciative, mais c'est la condition de possibilité de l'activité d'énonciation future. Alors, c'est que l'enguisement de l'homme modélisé est exactement cet rapport entre l'encyclopédie comme rhizome et l'acte d'énonciation comme praxis énonciative, pour citer Jacques. Et alors, on doit maintenir très séparés ces deux niveaux-là, parce que normalement, on a la tendance à les tenir ensemble. Et alors, je suis tout à fait avec toi, et ça ouvre des problèmes de taille plus petits comme celle que tu es sur lesquels tu es en train de travailler maintenant. C'est que tu as très bien expliqué. Merci beaucoup, Claudio. Il y a pas mal de questions, je vois. Donc, je passe tout de suite la parole à Juan. Merci, Claudio. Merci beaucoup. J'avais une question sur le problème de l'hallucination. D'accord? Et bon, en fait, je comprends bien que finalement, on ne comprend pas trop bien quand on parle d'hallucination, parce qu'en réalité, il s'agit de manière d'échapper aux stéréotypes de la part de l'intelligence artificielle. J'aimerais savoir quelle est la place de l'erreur. Comment on interprète la notion d'erreur à l'intérieur de la manière de penser l'intelligence artificielle. Ça veut dire que toute erreur, au fond, c'est une sorte de paradoxale forme de créativité. Ou est-ce qu'on peut distinguer des erreurs, disons, comme forme créative ou des erreurs comme des vraies erreurs? Et ça peut me permettre une sorte de questions un peu populistes, une sorte de questions populistes. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des erreurs qu'on connaît de l'intelligence artificielle, comme le fait, par exemple, quand on a demandé à toutes les intelligences artificielles comment il fallait mener la guerre en Iran, elles ont presque toutes répondu, il faut utiliser la bombe nucléaire. Il faut reconnaître que c'est une forme d'une grande créativité stratégique, ça c'est sûr, même si un peu banal, prévisible. Donc voilà, la question c'est comment distinguer l'erreur, la vraie erreur, de ce qu'on pourrait appeler une sorte de créativité. Et donc, du coup, pour l'intelligence humaine, est-ce que si on suit cette idée, ben, toute forme d'erreur serait aussi une forme de créativité? Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Joanna. J'ai essayé un peu de faire cette différence. Mon idée, la capacité d'halluciner dans large language model est un peu comparable à la capacité d'imagination chez les êtres humains. Alors, tu peux utiliser l'imagination dans une façon créative, dans certains contextes, etc. Et alors, c'est la façon créative dont tu es en train de parler. Mais tu peux utiliser l'imagination pour imaginer de fausses informations. Napoléon a été a gagné à Waterloo. Tu as imaginé tout ça, mais ça, c'est l'erreur, comme tu as dit. No? Alors, c'est un peu ça. Comme notre faculté d'imagination, on peut l'utiliser pour des choses créatives, on peut l'utiliser per dire, faire des photos, per donner des fausses informations, etc. Mais juste un moment pour montrer l'hallucination. Je ne sais pas si vous voyez ça. Nous, on fait des hallucinations tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est le triangle, le Canista Triangle, où les triangles, ce n'est que notre hallucination. Nous, on a eu un avantage évolutif parce que nous, on est évolué en essayant de percevoir des bords, des limites, des discontinuités. Alors, nous, on cherche des discontinuités même quand on n'a pas de discontinuité. C'est pour ça que tout le monde voit un triangle ici, même s'il n'y a pas du tout de triangle, il n'y a que des Pac-Man. Alors, cette idée
à halluciner, c'est un peu l'idée à prédire le monde qu'on nous attend. Et cette activité de prédiction du monde, c'est un peu ce que large language model font. Mais ça veut dire qu'on doit faire la différence, comme tu as dit, entre une imagination, je veux dire, l'activité d'imaginer quelque chose qui est utile, qui sert pour créer des choses qui n'étaient pas contenues dans les données d'entraînement, et faire la différence quand tu n'as pas bien compris les données d'entraînement et tu es en train de te tromper de quelque façon. Et tu vas utiliser ta imagination parce que tu n'as pas bien compris les données d'entraînement. Parfait. Nous avons 5 questions en ligne et une en salle. Alors, Jacques, c'est le premier. À toi la parole. Non, Non sento Jacques. on n'entend pas. Peut-être redémarrer ou bien l'ordi ou bien la plateforme. Accidenti, no? Je n'entends pas. Je pense que tu pourrais revenir. Oui, tu pourrais redémarrer le tout et revenir. Enzo. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Merci beaucoup, Claudio, pour cette conférence sincèrement magnifique. Et c'est juste une suggestion, réaction, parce que j'ai trouvé très intéressante cette comparaison entre la sémiotique d'Umberto Eco et le fonctionnement des IA. Et j'ai trouvé un autre endroit où la théorie d'Umberto Eco s'est basée fortement sur l'étude des IA de l'époque, et notamment dans Lector in Fabula. Quand il discute la question des frames, en fait, il est très méfiant vers les frames de Goffman et il adopte par contre les frames de l'IA de l'époque. Et du coup, c'est très intéressant de peut-être poursuivre cette comparaison et même cette comparaison croisée entre gestion des frames de la part des êtres humains et gestion des IA. Voilà, c'est juste une suggestion, indication. Merci beaucoup, Enzo, pour cette suggestion. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'aime un peu rappeler que la déclination la plus importante, la plus riche aussi, non, de la théorie, j'aimerais dire, de décodage des contextes et des circonstances qui est fait dans les Theory of Semiotics, dans le trattato di semiotica generale, exactement dans les lecteurs in fabula. Et là, tu vas voir exactement les applications du modèle parce qu'à l'époque, le modèle n'était pas encore changé. Il va le changer après avec semiotique et philosophie del linguaggio, les limites de l'interprétation, etc. Et il va aussi, comme tu as très bien montré, il va aussi introduire de nouveaux concepts parce qu'il avait évidemment l'intelligence artificielle de l'époque comme modèle pour la sémantique. Et ce qu'il cherchait de faire, comme j'essayais de dire, c'était je veux dire, décliner en fait cette idée machinique à quelqu'un qui devait gérer une très grande quantité de données. Et à l'époque, c'était nous. Et alors, aujourd'hui, les choses sont envers, mais c'est évident que le modèle est très bien pensé, exactement parce qu'il est pensé pour quelqu'un qui doit gérer une très grande quantité de données. Ça, c'est un peu Merci paradoxal, mais c'est très drôle, en quelque façon. Merci beaucoup, Claude. Merci à tous les deux. Merci à toi. Jeanne, à toi la parole. Vous m'entendez? Oui, mais on ne te voit pas. Oui, maintenant Vous ne si. voyez pas? Ah, Oui, désolée, oui, j'ai ma maintenant caméra. si. Ça va. En fait, Hallucination. au départ, je n'avais pas très bien compris pourquoi vous disiez qu'en fait, la modalité du COMSI ne relevait pas de limitation. Et en fait, je voulais vous poser une question, savoir si j'avais bien compris. Donc, pour vous, en fait, on ne peut pas parler d'imitation quand on demande à une IA de produire une image dans le style de tel artiste, parce que en fait, elle ne fait pas simplement calquer une image, elle ne reproduit pas l'identique. Il y a toujours une part de transformation, parce qu'il y a une part de hasard, etc. Sauf que, en fait, je me suis dit que moi, pourquoi je ne l'avais pas très bien compris au départ, c'est parce que j'ai pensé en fait à Gérard Genette,
qui fait une distinction dans Palimpseste entre l'imitation et la transformation. Et donc, il dit que l'imitation consiste, dans le cas de sa théorie de l'hypertextualité, à reprendre un texte source qui va se servir de modèles stylistiques pour produire des hypertextes en renouvelant le contenu. Et ça veut dire que ça consiste en fait finalement à dire autre chose, mais de manière semblable, alors que la transformation, ben, c'est plutôt en fait intervenir sur un texte source en modifiant son expression, et donc cela reviendrait à dire ben, la même chose autrement. Et dans ce cas, je me suis dit, ben, finalement, en fait, je me suis dit, à mon avis, il y a peut-être un problème, enfin, je sais pas si c'est vraiment un problème terminologique, parce que je me suis dit que finalement, les IA, elles sont elles rentrent un peu dans cette théorie de l'hypertextualité, puisqu'elles reprennent quand même des archives pour faire d'autres productions. Mais après, j'ai réfléchi quand vous aviez parlé, en fait, de transduction. Je me suis dit qu'en fait, vous partiez plutôt peut-être de la théorie qui s'ancre dans l'anthropologie linguistique, qui, je crois, si je dis pas de bêtises, diffère la traduction de la transduction et de la transformation. Et donc, voilà. C'était juste Oui. ça. Donc, voilà. C'est ce que Costas avait fait à l'ISV, oui, cette distinction-là. Oui. Oui, alors à mon avis, l'idée qui est un peu cette terminologie d'anthropologie du langage, j'étais un peu en train de la critiquer, non? Ça veut dire est trop fondée sur la façon humaine de faire les choses et ne s'applique pas du tout à ce qui se passe, à mon avis, dans l'intelligence artificielle générative. Hein. Et, sur la première partie de votre question. J'ai une réponse sur ça, j'espère très claire. Hein. C'est un problème, à mon avis, vraiment de comprendre ce qui est cette chose qu'on appelle jeu de fiction. Hein. Print and play, c'est le mot en anglais. C'est exactement ce que l'intelligence artificielle générative est en train de faire quand il fait des choses à la manière de. Alors, si vous allez étudier, ça c'était un point de vue, moi je peux étudier le neurodéveloppement. Alors, le print and play, le jeu de fiction, n'a rien à voir avec l'imitation dans le neurodéveloppement humain, dans le neurodéveloppement d'un enfant. Un enfant est parfaitement à l'aise à imiter des choses quand il a un mois. Il n'a pas de problème à faire ça, il apprend à faire ça. Et la machine n'apprend pas du tout à faire des choses par imitation. Et il apprend à faire des choses par subjectivation, j'aimerais dire. Hein? La subjectivation, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas cette, je veux dire, terminologie un peu cognitive, hein, vous pouvez utiliser cette idée d'assemblage de singularité hein, ou de construction de commensurabilité. Entre domaines qui sont codés dans une façon hétérogène. Cette idée de transduction, ça veut dire. Alors, quand un enfant joue et dit moi je suis Superman, toi tu es Batman, il n'est pas du tout en train d'imiter Batman, il ne fait pas une imitation de Batman. Hein. Si tu vois un enfant jouer, tu ne dirais jamais qu'il est en train d'imiter Batman. Il fait une subjectivation. Hein. Il joue comme s'il était Batman, ça veut dire en conformité à l'image que lui, il a de Batman. Hein? Alors, c'est exactement ça qu'il fait l'intelligence générative. Il vous donne il vous produit un énoncé conformément à l'image que lui, il a de Van Gogh. Alors, l'image que lui, il a de Van Gogh, ce n'est pas la statistique des tableaux de Van Gogh, les styles de Van Gogh et tout ça qu'on a lu plusieurs fois. C'est la dissémination des primités, de firstnesses, de la nuit, de la notte stellata, je ne me rappelle pas les titres en français, etc. Alors, il a pris en quelque façon, je sais pas, c'est un prototype, utilisez la terminologie que vous voulez, etc. Mais ce qu'il fait, il prend des firsts de ça, et il va aller copier, le disséminer partout. Alors, ça, c'est une subjectivation. Ça veut dire, c'est comme un enfant qui joue à faire Batman. Il n'imite pas Batman, mais il a un comportement
comme l'image de Batman qu'un enfant a. Et c'est ça qu'il fait. Alors, dans le neurodéveloppement, le print and play a je veux dire, une spécificité sémiotique et cognitive très claire qui n'a rien à voir avec l'imitation ou avec les styles. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une bêtise si tu penses que quand un enfant a 18 mois joue à faire Batman, il imite les styles de Batman. Il n'a pas du tout le style de Batman. Il a le style d'un enfant de 18 mois. C'est ça. C'est ça mon point. Alors, c'est l'intelligence artificielle générative, c'est comme un enfant de 18 mois. C'est ça qu'il fait. Merci. Il faudra être, merci Jeanne. Il faudra être plus rapide dans les réponses parce qu'il faut faire la pause et puis laisser la parole à Anne. Alors, Federico. Jacques. Ah, si, pardon, je voulais dire justement Jacques. Jacques n'est pas là, moi je ne le vois pas. Non, Jacques, je le vois sur l'écran là-bas, pas sur mon ordinateur. Ah, voilà. Mais on n'entend pas. Giulia, tu veux que je t'appelle, Jacques? Je t'appelle, voilà. Merci. Alors. Ton téléphone proche de toi? Oui. Bon, oui. Écoute, tu es déjà comment est-ce qu'on dit, un haut-parleur. Énoncé. Un commentaire, une question. J'ai du mal à entendre Mario Giulia, je n'entends pas Jacques. Il dit que c'est très impressionnant, je vais te dire. Plastique. Non, nous ici on entend bien, ici dans la salle. Moi je n'entends rien du tout. Non, et alors non, Tu peux l'écrire? Écrire. Désolé. Suzanne écrit? C'est Jacques écrit? Et c'est étrange qu'en ayant tout redémarré, ça ne fonctionne pas. Mais bon. Ce sont les options. Peut-être les options aussi, mais bon. Dommage, moi j'aurais bien aimé d'écouter l'intervention de Jacques, mais quand même. Et Jacques, tu peux toujours écrire dans la conversation. Federico. Tu m'entends, Claudio, oui? Oui, Federico. Bonjour, Claudio. Bonjour, merci pour la présentation. Je voudrais te demander une chose, venir sur la notion de JPEG flou que tu as utilisé, qui me semble bien pour décrire le processus de diffusion, de génération d'images et peut-être le passage du bruit total au premier niveau qui mentionnait Maria Giulia. Je voulais te demander si tu penses à une entité réelle, matérielle de cette JPEG flou, je ne sais pas, dans un espace latent, ou si plutôt tu l'utilises de manière métaphorique, métonymique pour dénoter la compression, le processus de compression de JPEG, parce que les JPEG, on le sait, c'est un fichier flou, mais en confrontation avec une image qui n'est pas floue. Et après, même dans les espaces latents, nous, on a parfois cette représentation des espaces latents comme un ensemble d'images, comme ça, mais on sait bien que dans les espaces latents, il n'y a pas de fichiers JPEG, il y a des chaînes de chiffres. Et du coup, ça, peut-être que tu l'utilises de manière en relevant la dimension esthétique du JPEG flou, mais comme métonymie pour la fonction de la compression. Et bon, ça.
Merci. Oui, très clair. Non, mais je te réponds. Pour moi, ce n'est pas du tout métaphore, c'est technique. Et la technicité, c'est le concept sur rien de la valeur. C'est ça que je vais faire, qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que dans un bitmap, tu as la totalité de l'information de l'image que tu dois reproduire. Alors, tu n'as pas besoin de la valeur. Ça veut dire, tu peux avoir tout. Tu ne dois pas renoncer à rien. Quand tu as un JPEG, tu n'as pas la totalité des informations de l'image originelle, tu n'as qu'une partie. Et tu as tout filtrer l'information de l'image originelle en décidant ce qui a en valeur pour toi. Et c'est ça la spécificité de l'intelligence artificielle générative. Il a besoin d'une théorie de la valeur partout. Et c'est exactement pour ça, c'est exactement, peut-être que quand le livre va sortir, tu verras, la connexion entre, je voudrais dire, cette idée de JPEG flou et l'hypothèse localiste dans les espaces latents, dans les espaces des embeddings. Parce que la modélisation qu'ils font, par exemple, tout signifier, c'est vraiment la position dans un système où la position de quelque chose, le significat de quelque chose dépend de la position des éléments qu'il a à côté de lui. Et si tu vas changer la position des éléments de côté de lui, tu vas changer aussi la valeur, ça veut dire la signification de cet élément-ci. C'est exactement ça qu'ils ont modélé. Et c'est l'idée saussuréenne du fait que la valeur, l'identité de quelque chose change, va changer si vont changer les éléments que cet élément a à côté de lui. Ça, c'est l'espace des embeddings. C'est pour ça que c'est un JPEG flou. Ça veut dire l'identité et la valeur changent parce qu'ils ont gardé l'information qui lui permet de placer un token à côté d'autres tokens et de changer la valeur, la signification de ces tokens en fonction du changement des tokens qu'il a à côté, comme dans la double session de la valeur de Saussure. C'est l'hypothèse localiste. Moi, quand j'ai lu ce très beau article de Gastaldi, j'étais tout à fait convaincu que ce qui se passe dans les espaces latents, c'est un retour à l'hypothèse localiste du structuralisme. C'est ça. Merci. Merci Claudio. Alors, dernière question en ligne, mais on en a encore une ici. Flavia. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Merci, prof, pour votre intervention. Je vais lire pour être plus bref. Donc, j'aurais deux questions. La première concerne la transduction, que vous avez décrit comme une forme d'inférence token-token ou de redéfinition d'une nouvelle fonction sémiotique à partir d'une forme de contenu qui remodèle les formes de l'expression, si j'ai bien compris comme vous l'avez décrit. Et je me demande... C'est une forme de l'expression qui devient une modalité du contenu. Et oui, mais ok, voilà, très bien. Ça me semble plus, pour moi plus clair. Donc, je me demande si si cette transduction se peut reproduire précisément en vertu du passage de la déstratification de la manière du plan de consistance deleuzienne et gattarienne accompli dans le processus de numérisation et de discrétisation des données, qui est un passage qui annule la fonction sémiotique des données en input et qui est quelque chose qui arrive avant de la compression. OK? Donc, c'est la première. Et la deuxième, c'est peut-être plus en demande de clarification. Parce que vous avez parlé de firstness without a-thirdness, sans tertiété. Mais en même temps, vous avez dit que this firstness est un firstness d'une tertiété. Et
parce que je me demande comment nous pouvons faire avoir une primité sans une tertiété. Donc, comme c'est une tertiété doit toujours être prévue davantage. Oui. Et je pense par exemple à la publicité no, qu'Eco décrit sur les draps blancs. Cette idée de blanc est quelque chose que la femme comprend parce qu'elle a déjà une idée de blanqueur. J'ai compris. Sur ça, je vais seulement, parce que si j'ai dit que c'était un firstness sans thirdness, je me suis trompé. Je n'ai jamais pensé à ça. J'ai dit que c'était un firstness. C'était la primauté d'une tertiété, Ok. ça veut dire. Hein? Ok. Ça veut dire que normalement, chez Peirce, les catégories ont une hiérarchie. Hein? La tertiété a une advantage, primacy, primauté, je ne sais pas comment dire en français que ça, primauté sur la sécondité et sur la primauté. Alors ici, pour l'intelligence artificielle générative, sur la question du style, il y a un renversement de quelque façon. C'est normalement, c'est la primauté qui est produite, qui a un primauté sur la tertiété. C'était ça que j'étais en train de dire. Alors, c'est bien évident, ce sont des catégories. Hein. Chaque phénomène a tous les trois, bien évidemment. Et sur la première question, Flavia, vraiment, je n'ai pas une réponse, parce que je n'ai jamais pensé à ça, à toute cette idée un peu guattarienne. Et alors, je ne sais pas vraiment, c'est comme pouvoir traduire, je veux dire, en termes deleuzienne et guattarienne, cette idée que pour moi venait, ça veut dire, pendant que j'étais en train d'étudier comme marchait l'architecture fonctionnelle de la language mode. Okay. Ce n'était pas une idée philosophico-sémiotique, c'était une idée technique qui venait de l'informatique. Parfait. Parfait. Merci. Dernière question à venir. Oui, merci pour alors, juste une question autour de cette sorte de psychologie de l'IA que vous présentez, c'est-à-dire un fonctionnement très différent du nôtre. Mais il y a quelque chose qui me paraît être un niveau d'analyse qui ne tient pas compte de ce que c'est un token. Quand on se documente sur ce qu'est un token, c'est quelque chose qui est une sorte de compression, de condensation, de liaison, de proximité avec des corrélations qui tiennent à une pondération statistique. C'est-à-dire que le token n'est pas un fragment de mots ou de phrases, c'est déjà un bloc de liaison. Et du coup, la question que je vous pose, je voulais en parler ici d'ailleurs, c'est au fond, à partir du moment où c'est un bloc de liaison, est-ce que vraiment il y a une possibilité d'échapper à la stéréotypie, puisque les liaisons sont déjà faites dans les tokens eux-mêmes. Et donc, la question, elle n'est pas simplement une question comme ça, c'est parce que quand on s'interrogeait avec Maria Giulia et Rosanna sur la question du négatif, on s'aperçoit que dans l'IA, il n'y a pas de possibilité d'obtenir une réponse à l'idée de fabriquer une non-mère ou fabriquer un visage avec un visage sans nez, encore qu'on peut y arriver autrement. Mais l'idée, c'est que l'IA ne peut pas faire avec le négatif parce qu'elle est pure positivité, c'est-à-dire qu'elle n'est que de la liaison et tout le temps de la liaison. Et elle répond en permanence dans la liaison, avec le concept même de négatif lui est étranger. Et donc, ça pose une question supplémentaire qui est comment faire sans le négatif pour pouvoir parler de créativité. Que quand on parle de créativité en ce qui concerne l'IA, il faut se demander quelles sont les conditions de cette créativité qui, en général, supposent une dimension de développement. Voilà, c'est une question large.
Oui, c'est très difficile, bien évidemment. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec la première partie. C'était l'idée que les tokens, c'est exactement, non, je veux dire, un réseau de relations. Et ça, c'était ce que tu es en train de dire avec Saussure, avec cette idée de valeur, avec cette idée de retour à une hypothèse localiste. La grande, extraordinaire nouveauté, c'est l'idée que la valeur du token dépend de l'espace et des éléments de voisinage. J'aimerais dire, c'est une idée mathématique, mais c'était, si on lit Jean Petitot, tout le travail par Jean Petitot, Jean montre très bien que c'était, je veux dire, l'intuition originelle du structuralisme. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi pour ça que m'intéresse tout ce travail avec l'intelligence artificielle générative. Sur la deuxième chose, alors, c'est bien évident que si, comme vous dites, peut-être qu'on a un problème. On peut partir d'une définition minimale de créativité, que c'est la capacité qu'on a d'aller au-delà des données sur lesquelles on a été entraîné. Mais peut-être que c'était une définition très peu satisfaisante. Mais quand même, sur la question de la négativité, je répondrai avec une autre question. Vous êtes sûr que cette limite n'est pas la limite de ces, je veux dire, dispositifs commerciaux qu'on utilise avec un abonnement? Ça veut dire de ChatGPT, de DALL-E, de Midjourney, etc. Ce n'était pas, à mon avis, bon, à partir de ce que j'ai essayé d'étudier, ce n'est pas une limitation de la technologie en soi-même. C'est l'idée qu'il utilise la technologie du deep learning pour construire des assistants qui doivent être vendus. Et alors, il ne faut pas identifier les assistants qu'on doit vendre avec l'intelligence artificielle générative, qui est autre chose. Je ne vois pas dans la dernière les limites qu'on a dans la première. Parfait, ok. Ce serait bien de continuer à discuter de la négation. Effectivement, moi aussi, je voulais te poser une question un peu similaire, mais nous sommes très en retard, donc il faudra faire la pause en 10 minutes et puis on reviendra pour Anne et on terminera après 17 heures, évidemment. Claudio, encore merci.